Voici Actu Rémi, l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, vendredi 31 juillet, les tensions internationales dominent l'actualité, du Moyen-Orient à la Méditerranée. Au pays, plusieurs décisions politiques et judiciaires relancent des débats de fond sur la sécurité, la santé et la culture. Géopolitique. Le président américain Donald Trump annonce un accord visant le désarmement complet du Hamas. Il présente cet engagement comme une étape vers une nouvelle gouvernance palestinienne à Gaza. Le scénario évoqué inclut aussi un retrait des forces israéliennes de la bande de Gaza. Israël n'a pas commenté publiquement l'annonce à ce stade. Un responsable du Hamas affirme que le mouvement a accepté le plan présenté par une instance appelée Board of Peace. Le calendrier reste incertain, avec des conditions et des étapes à franchir avant de réduire durablement la guerre à Gaza. L'enjeu central dans cette annonce tient à une question concrète. Si le désarmement se matérialise, il change l'équilibre sécuritaire sur le terrain. Mais de nombreux obstacles demeurent, notamment la mise en œuvre, le contrôle des armes et les garanties de retrait. Les frappes et contre-frappes entre les États-Unis et l'Iran se sont intensifiées cette semaine. La séquence alimente la crainte d'un élargissement du conflit à l'ensemble de la région. Pour la première fois en 5 mois, des opérations suspectées s'étendent à l'Égypte, avec une attaque de drone présentée comme un nouveau front. L'Arabie saoudite, longtemps réticente à s'impliquer directement, a mené des bombardements en Irak. Ces frappes visaient des milices soutenues par l'Iran. Ce changement de posture saoudienne ajoute un acteur militaire supplémentaire dans une dynamique déjà instable. L'ouverture simultanée de fronts en Irak et en Égypte illustre une montée des risques de débordement régional. La multiplication des zones touchées complique aussi la prévention d'incidents entre forces régulières et groupes armés. Riyad se préparerait à une campagne terrestre contre les Houthis au Yémen, selon des informations faisant état de mouvements de force. Des troupes saoudiennes auraient été observées en retrait de l'est du Yémen, ce qui alimente l'hypothèse d'une réorganisation avant-offensive. En parallèle, l'Arabie saoudite annonce une alliance de 14 pays pour protéger la navigation en mer Rouge. Cette initiative vise la sécurité des routes maritimes dans une zone où les menaces contre les navires pèsent sur le commerce. La combinaison d'un possible volet terrestre au Yémen et d'un volet maritime en mer Rouge marque une stratégie plus large de projection de sécurité. L'enjeu immédiat reste la capacité de cette alliance à coordonner des moyens et à réduire les attaques sur les couloirs de transport. Une crise migratoire éclate à la frontière entre le Maroc et l'enclave espagnole de Ceuta. Environ 49 000 migrants ont franchi la frontière, par voie terrestre et par la mer. Les autorités font état d'au moins 18 morts, avec des personnes noyées et d'autres prises dans des mouvements de foule. Certains bilans évoquent 19 décès. L'Espagne a déployé des renforts militaires et policiers à Ceuta pour rétablir l'ordre. Les forces armées appuient la garde civile dans cette ville d'environ 80 000 habitants. Des milliers de personnes ont passé la nuit dans des rues et des parcs, faute d'hébergement immédiat. Le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, doit se rendre sur place, avec le ministre de l'Intérieur, Fernando Grande Marlaska. Les autorités locales ont demandé à Madrid de déclarer une urgence nationale, face à une situation devenue ingérable à court terme. Canada. Les premiers ministres des provinces demandent à Ottawa d'ouvrir rapidement des négociations sur l'avenir de la Gendarmerie royale du Canada. Ils veulent de la clarté sur la suite pour les provinces qui souhaitent conserver la GRC comme police de terrain. La pression des provinces vise un point précis: lancer des discussions formelles le plus tôt possible plutôt que prolonger l'incertitude. La question touche directement les effectifs, le modèle de service et la relation contractuelle entre le fédéral et les provinces concernées. Les premiers ministres parlent d'un besoin urgent de négocier, ce qui place le dossier parmi les priorités intergouvernementales de l'été.
Le débat se joue aussi sur le terrain, alors que la GRC demeure un pilier du maintien de l'ordre dans plusieurs régions. Ottawa est ainsi appelé à préciser une trajectoire pour éviter des décisions provinciales prises dans l'urgence. En Colombie-Britannique, la Cour suprême de la province juge inconstitutionnelles des dispositions sur les traitements psychiatriques forcés. Le jugement vise le recours à un traitement imposé de manière générale aux patients hospitalisés involontairement. Le point central est la capacité de consentement. Le régime permettait un traitement forcé même lorsqu'une personne était jugée capable de décider pour ses soins. La décision remet en cause un mécanisme qui autorisait le traitement sans évaluation individualisée suffisante de la capacité décisionnelle. Le dossier touche l'équilibre entre la protection du public, les soins et les droits fondamentaux des patients. Le jugement force maintenant une réflexion sur la manière d'encadrer les soins involontaires, sans appliquer une règle uniforme. Il ouvre la porte à des ajustements législatifs et administratifs pour respecter les exigences constitutionnelles. Les producteurs laitiers appellent à la solidarité face à une nouvelle menace tarifaire formulée par Donald Trump contre le Canada. La sortie est décrite comme inattendue et très large. Le milieu agricole estime que le pays doit poursuivre les négociations tout en défendant ses acquis. L'enjeu est concret pour la filière. Les tarifs peuvent affecter l'accès au marché et la stabilité des revenus. Le secteur insiste sur l'importance d'un front commun, au-delà des divisions habituelles sur les politiques commerciales. Cette menace ravive aussi la question de la résilience des secteurs sous gestion de l'offre. Le message principal est de maintenir la capacité de négocier sans céder sur les protections jugées essentielles. Le milieu culturel dénonce le recul d'Ottawa sur la taxe Netflix. Des acteurs et observateurs parlent d'aplaventrisme et de non-sens total. La mesure visait l'encadrement d'une contribution des plateformes dans un débat plus large sur le financement de la création. L'abandon soulève des inquiétudes sur l'équité entre diffuseurs traditionnels et services numériques. Des voix du secteur craignent un manque à gagner pour la production locale et la découvrabilité des œuvres. Le débat devient aussi politique car il oppose la recherche de recettes et l'attractivité du marché canadien. À court terme, la décision d'Ottawa laisse les règles attendues sans suite immédiate. En Ontario, Mark Carney refuse de 2. Soutenir un projet lié à l'aéroport Billy Bishop à Toronto, ce qui revient à dire non à Doug Ford. Le geste est présenté comme un tir de semonce politique. Le différend se cristallise sur le soutien fédéral ou politique à un projet que le gouvernement ontarien souhaitait voir avancer. Le refus marque une rare confrontation directe avec Doug Ford, habitué à obtenir des appuis sur ses priorités d'infrastructure. Le dossier Billy Bishop est sensible, car il touche l'aménagement, le transport et les intérêts économiques locaux. Ce choix rebat temporairement les cartes du rapport de force entre Toronto, Queen's Park et les partenaires fédéraux. Il place aussi la suite du projet dans une zone d'incertitude, en attendant d'éventuels ajustements. Science. L'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo atteint un rythme de croissance inédit pour ce virus. Les autorités sanitaires comptabilisent 3360 cas confirmés. Le bilan des décès s'élève à 1487 morts, ce qui souligne la gravité de la flambée en cours. 5 provinces de l'Est du pays sont désormais touchées, ce qui complique la logistique des soins et la coordination sanitaire. Les équipes médicales font face à un défi immédiat, ralentir la transmission dans plusieurs zones à la fois. Une difficulté majeure demeure l'accès à un vaccin adapté à la souche Bundibugyo. Ce vaccin pourrait être encore à des mois de disponibilité. L'écart entre la vitesse de propagation et l'arrivée d'outils médicaux renforce la pression sur les centres de traitement et les mesures de prévention. Climat. Des incendies menacent la région de Bordeaux, en France, avec des conséquences concrètes sur les habitants et l'économie locale. Les évacuations ont concerné 224 000 personnes.
Plus de la moitié des personnes évacuées ont pu rentrer chez elles, après l'annonce d'un feu contenu dans son périmètre. Les flammes inquiètent aussi l'industrie du vin de Bordeaux, déjà fragilisée par une baisse de consommation et une concurrence accrue. Les viticulteurs subissent une pression supplémentaire liée à des tarifs imposés par Donald Trump, qui s'ajoutent aux difficultés du marché. Monde. Au Japon, le bilan du séisme dans le sud-ouest du pays grimpe à 34 morts. Les opérations de recherche se poursuivent dans la région de Kumamoto, sur l'île de Kyushu. Un centre commercial effondré concentre une partie des dégâts les plus graves et mobilise des équipes sur un site complexe. Les autorités font aussi état d'incertitudes sur le nombre de personnes manquantes, dans un contexte où le temps réduit les chances de sauvetage. Des signes de reprise apparaissent toutefois sur les transports, avec la remise en service progressive de lignes Shinkansen, de vols et d'autoroutes. Les responsables notent que les dommages aux infrastructures semblent moins dévastateurs qu'en 2016, ce qui facilite une reprise partielle des déplacements. La priorité reste l'assistance aux sinistrés et la stabilisation des bâtiments endommagés. Les Nations Unies préparent un plan de reconstruction pour le Venezuela après un tremblement de terre. Le gouvernement de Delcy Rodriguez participe à l'évaluation post-catastrophe. La Banque mondiale, la Banque interaméricaine de développement et la CAF prennent part au même travail d'analyse. Des démolitions contrôlées de bâtiments endommagés commencent à La Guaira. Cette étape vise à réduire les risques d'effondrement secondaire avant la reconstruction. Le plan de reconstruction doit s'appuyer sur un diagnostic partagé des dégâts et des besoins. L'enjeu est aussi financier, avec la coordination d'institutions internationales autour des priorités d'urgence. Les dirigeants du soccer européen menacent de boycotter la Coupe du Monde. Ils exigent que la FIFA renonce à un accord controversé de vente de participation minoritaire dans le tournoi. Cette menace constitue une escalade rare, car elle met en jeu la présence des associations européennes dans la compétition. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, voit son soutien s'éroder sur fond de contestation interne. La FIFA affirme qu'il n'est pas question de vendre le football et maintient le processus de consultation. Le bras de fer porte sur la gouvernance et la place des investisseurs privés dans l'événement phare du calendrier mondial. Une rupture durable accentuerait la crise de légitimité de la direction actuelle, en pleine négociation avec les fédérations. Au Mexique, l'essor touristique s'accompagne d'un risque accru de traite de personnes. Le pays a accueilli 20 millions de touristes depuis le début de 2026, un niveau record à ce moment de l'année. Cette dynamique alimente des réseaux de trafic et d'exploitation sexuelle, particulièrement dans les zones touristiques. Les femmes et les enfants restent les plus vulnérables face à ces formes d'exploitation. Le contraste est net entre l'image de destination et l'économie clandestine qui profite des flux de visiteurs. Le phénomène pose un défi aux autorités, car il implique des crimes souvent dissimulés et transfrontaliers. La question devient aussi sociale, avec des impacts sur les communautés locales et sur la sécurité des victimes. Économie. Sur les marchés des matières premières et des devises. L'or s'établit à 40,57 $ américains, en baisse de moins 0,3% sur 24 heures. L'argent se négocie à 58 $ américains, en hausse de 0,5% sur la même période. Le Bitcoin évolue à 63 710 en baisse. Le dollar canadien s'échange à 0,712 $ américains. Les autorités japonaises auraient probablement soutenu le yen par une intervention. Des analystes relèvent un bond soudain de la monnaie japonaise face au dollar, jeudi soir. Ce mouvement rapide correspond à un schéma typique d'action des autorités financières sur le marché des changes. Une hypothèse circule aussi sur une possible aide des États-Unis, sans confirmation officielle dans l'immédiat. L'enjeu, pour Tokyo, est de limiter des mouvements jugés trop brusques
qui compliquent la planification des entreprises. Les interventions de change restent des décisions sensibles, car elles touchent la crédibilité monétaire et les relations économiques. La séquence rappelle que le yen demeure étroitement surveillé, surtout lors de variations rapides. Les risques maritimes convergent entre les guerres en Ukraine et entre l'Iran et ses adversaires régionaux. Un blocage du détroit d'Ormuz est évoqué comme un point critique, car presque tout le pétrole du Moyen-Orient y transite. Dans ce contexte, l'Arabie saoudite appelle à une coalition de défense maritime pour protéger la navigation en mer Rouge. La protection des navires devient un enjeu économique concret, car elle conditionne les délais, les primes d'assurance et les itinéraires de transport. Les menaces en mer Rouge et dans les passages stratégiques forcent des ajustements opérationnels pour les compagnies maritimes. Merci en sécurité maritime souligne la difficulté de protéger des routes longues, avec des menaces multiples et mobiles. La situation illustre comment des conflits distincts finissent par exercer une pression simultanée sur le commerce mondial. À savoir aujourd'hui, le 31 juillet 1971, le programme Apollo 15 a atterri sur la Lune. Le 31 juillet 1991, les États-Unis et l'Union soviétique ont signé le traité START I sur la réduction des armes nucléaires stratégiques. C'était Actu Rémi. Visitez acturemi.news.